أن نفهم الفلسفة في حضارتنا. لذلك ورد مشروع ثاني هو نحن والفلسفة. هذا المشروع لم أستطع في ذلك الوقت أن أقوم به لأسباب عديدة، ولكن في فترة ما في أوائل التسعينات طلبت اليونسكو من بعض المفكرين في تونس وفي العالم العربي، طلبت منهم أن يفيدونها ببعض المعطيات الدقيقة فيما يخص وضعية الفلسفة في تونس. فكتبت مع جملة من الزملاء مقالا مفصلا حول هذه القضية. ثم بعد ذلك قمنا في مخبر البلاد ثم في معهد تونس للفلسفة بإصدار كتابين، كتاب حول الفلسفة بواسطة أنطاج، الفلسفة في الحضارة القرطاجية، ثم الفلسفة بالحضارة القيروانية أو القرطاجية، ثم كتبت بعد ذلك كتابا حول الوضعية الحالية للفلسفة في تونس. ومن خلال هذه المعطيات قلت لي أن أذهب إلى أبعد وأن أتناول قضية الفلسفة في العالم الإسلامي. ولما لا، وهذا المشروع أنا الآن بسبب كتابته مع الدكتور محمد محمود هو وضعية الفلسفة في العالم العربي. هذا يظن هو الإطار الذي كتبت فيه هذا الكتاب. Il y a celui qui est intitulé Philosophie en terre d'islam et non pas philosophie islamique. Cela implique effectivement de ne pas lier substantiellement la philosophie à tout objectif religieux pour pouvoir vérifier l'impact réel de la vraie philosophie sur la pensée d'un pays du monde. Philosophie en termes d'islam et non philosophie non islamique. Cela implique en revanche de considérer la philosophie dans sa pratique avec le rôle des pays islamiques, avec ses différents rapports à la religion, à la culture et au mode de vie de la population de ce pays. Donc, l'objectif de ce livre est de contribuer à l'étude de la situation et du statut de la philosophie actuellement dans les pays du monde musulman. J'ai essayé de mettre en lumière les grandes orientations de la chose philosophique, son évolution et les faiblesses qui surgissent dans sa pratique au niveau de l'éducation comme au niveau de la société civile. Mais en même temps, j'ai essayé dans les limites du possible de tracer et d'élaborer des scénarios de dépassement de ces faiblesses et de montrer les possibilités du progrès, les possibilités donc du progrès de la réflexion philosophique en tenant compte évidemment de la spécificité des cultures des pays en question et des exigences de la civilisation islamique elle-même. J'ai choisi un cadre, ou plutôt un champ de travail précis, les 53 pays islamiques membres du l'UNESCO, 17 pour la région africaine, 21 pour la région arabe, 13 pour la région asiatique et 2 en Amérique latine. Pour des raisons pratiques, j'ai insisté sur les 2 régions arabes et africaines, sans sacrifier d'ailleurs la région asiatique. Autre remarque, ce livre n'est pas simplement descriptif. Je n'ai pas passé en revue la situation actuelle de la philosophie au niveau de l'enseignement comme au niveau de la recherche
pays par pays. Cela nécessiterait effectivement un travail collectif encyclopédique qui ne s'inscrit nullement dans mon objectif. Cela ne m'a pas empêché d'opter pour la présentation de quelques cas précis, non pour donner l'exemple à suivre, mais surtout pour signaler des situations particulières qui illustrent bien des problématiques abordées et qui nous renseignent sur le mode d'usage de la philosophie dans le pays concerné. Par exemple, j'ai consacré un chapitre à l'Égypte, j'ai consacré un chapitre au Sénégal, j'ai consacré aussi un chapitre au Azerbaïdjan. Ce livre, donc, est à la fois descriptif et réflexif. Il aborde la philosophie dans les deux acceptions, celle qui a délimité son objet dans la connaissance de l'être, comme la métaphysique, l'ontologie, la cosmologie, et celle dont l'objet englobe tout ce qui caractérise la vie humaine. Cela est nécessaire pour élaborer un diagnostic réel de la situation actuelle du savoir philosophique dans le monde islamique et pouvoir délimiter son champ d'exercice, ses faiblesses et potentialités. Sachant que cette activité de l'esprit a pris plusieurs appellations au cours de l'histoire du monde islamique et selon l'idéologie et le système politique du pays où s'exerce cette branche du savoir. Tantôt elle est théologie, Alm al-Kalam, tantôt sagesse, Hikmah, ou encore philosophie, Falsafa. Dans les temps modernes, elle s'appelle aussi morale, éthique, éducation, sciences sociales, etc. Et l'on peut classer ces pays, dans ce cas, dans deux rubriques, selon qu'elle prend clairement son nom, c'est-à-dire philosophie, dans l'enseignement, la recherche et la culture, ou qu'elle s'appelle Hikmah, morale, éducation, sciences sociales, etc. Dans la première rubrique, elle est à la fois doctrinale, théorique et pratique. Dans la seconde rubrique, elle se réduit à sa vocation pratique et sacrifie généralement son côté systémique comme la métaphysique et l'ontologie. Tenant compte de ces deux rubriques, j'ai affiné plus pour diagnostiquer l'état actuel de la pratique philosophique dans l'immense monde musulman qui présente, comme vous le savez, une grande diversité culturelle et doctrinale. J'ai subdivisé ce monde selon le critère du mode de présence de la philosophie en 4 rubriques. En effet, le degré de présence de la philosophie au niveau de l'enseignement et de la recherche comme au niveau de la société civile peut être un moyen efficace de diagnostiquer à la fois l'acceptation de la philosophie et son mode d'usage socialement et politiquement. C'est pourquoi j'ai divisé, selon ce critère, le monde musulman en 4 espaces bien distincts. Premièrement, l'espace de la tradition philosophique. C'est l'espace qui englobe les pays du monde musulman qui ont une tradition philosophique ancrée et où la philosophie est présente clairement dans l'enseignement et dans la société civile. Ces pays, peu nombreux au demeurant, ont connu la philosophie avant la naissance de l'islam. Et ils ont pu, malgré les difficultés, continuer à utiliser la philosophie et l'adapter aux exigences de la doctrine islamique, qu'elle soit sunnite, chiite ou autre. On peut citer les pays du Maghreb, l'Égypte, la Syrie, le Liban, l'Iran, l'Irak et la Turquie entre parenthèses, avec l'héritage grec. Deuxièmement, l'espace récent de la philosophie, celui des pays qui ont connu la philosophie avec le mouvement de la colonisation qu'a fait subir l'Occident à plusieurs pays islamiques. Évidemment, c'est généralement l'élite de ces pays qui a, en premier,
connu l'enseignement de la philosophie. Mais à l'indépendance et avec la généralisation de l'enseignement, ces pays ont calqué leur système éducatif sur les pays anciennement colonisateurs. On peut citer en exemple le Sénégal, la Guinée, le Cameroun, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Niger, etc. Troisièmement, l'espace de la philosophie est rétréci. C'est une philosophie qui généralement ne porte pas son nom. Nous pouvons placer dans cette rubrique des pays anciennement colonisés par la Russie, par l'Union soviétique, où la philosophie est réduite à son aspect pratique, comme l'Ouzbékistan, le Kazakhstan et le Tadjikistan. Il s'agit aussi de plusieurs pays asiatiques qui ont lié à l'épistémé de la région, qui donne une importance plutôt à l'éthique et à la morale religieuse. C'est le cas, par exemple, de l'Indonésie ou de la Malaisie, pays soumis aux décisions des autorités politiques et religieuses qui ont été obligés de camoufler l'appellation philosophie. Un peu à l'instar de la Libye, avant 2011, la philosophie dans ce pays porte des noms comme exégèse, identité culturelle, histoire des religions mondiales, psychologie, éthique, esthétique, tout simplement sciences sociales. Quatrièmement, l'espace de la non-philosophie. Cela peut être l'espace sans philosophie. Il couvre les pays qui ont interdit l'enseignement de la philosophie pour des raisons religieuses ou politiques. Nous pouvons citer certains pays musulmans qui faisaient partie de l'Union soviétique et qui ont récupéré leur indépendance par la suite. Ils ont supprimé l'enseignement de la philosophie, qui était une somme de préceptes idéologiques à l'époque. C'était des préceptes idéologiques de propagande pour le régime marxiste de l'Union soviétique. Mais on remarque en même temps une tendance à reprendre la philosophie dans sa variante surtout langagière et logique, comme elle est enseignée dans les universités américaines. C'est le cas de Kirghiz. On peut citer aussi quelques pays arabes où règne une doctrine islamique sunnite et wahhabite, comme le cas de l'Arabie saoudite. Ce cas est significatif car longtemps elle interdisait l'enseignement de la philosophie et aujourd'hui elle s'ouvre à ce qu'elle appelle la pensée critique. En plus d'une documentation importante, nous avons opté pour une enquête plutôt qualitative que quantitative pour avoir une idée sur ce que pensent les philosophes travaillant à l'intérieur d'un pays du monde islamique concernant l'état de la philosophie dans leur pays. Cette enquête a été effectuée dans quelques pays pour pouvoir évaluer nos hypothèses de travail et éclairer certains points qui restent non élucidés. À vrai dire, nous avons envoyé cette enquête à plusieurs philosophes de ces pays. Certains ont répondu positivement tout en expliquant et détaillant les problèmes de l'enseignement de la philosophie chez eux. D'autres se sont contentés de répondre brièvement et quelques-uns n'ont pas répondu, si vous voulez, malgré notre insistance. Je vous donne rapidement les titres des chapitres de ce travail. Ici dans les remerciements, j'ai donné les noms des philosophes qui ont répondu. Je les ai remerciés. Et donc les chapitres sont les suivants. J'ai donné quelques éléments historiques pour comprendre le problème de la philosophie dans les pays islamiques. J'ai diagnostiqué dans un deuxième chapitre ces problèmes-là pour pouvoir les retrouver par la suite dans mon analyse. J'ai donné l'enquête et quelques réponses à cette enquête. Dans un quatrième chapitre, j'ai réfléchi sur la perception et le fonctionnement de la philosophie. Dans le chapitre suivant, j'ai travaillé, donc j'ai analysé l'espace de la tradition philosophique avec ces deux pôles, le pôle
Maghreb oriental égyptien. Aussi, donc j'ai consacré un chapitre à la philosophie en Égypte. Puis j'ai parlé de l'espace de la tradition philosophique aussi, l'espacement et le renouvellement, et j'ai parlé de la philosophie en Tunisie. Le chapitre suivant, c'est l'espace de la philosophie récente. Et j'ai donné comme exemple le Sénégal, un chapitre sur la philosophie au Sénégal. Puis j'ai parlé de l'espace de la philosophie pratique, la philosophie qui peut ne pas porter son nom. Et j'ai parlé du cas de l'Azerbaïdjan. Et enfin, j'ai parlé de l'espace de la philosophie minima. J'ai renoncé à l'appellation de l'espace de la non-philosophie, parce que maintenant, il y a quand même comment dirais-je, un peu de philosophie dans ces pays. Donc, je l'ai appelé l'espace de la philosophie minima. Et j'ai donné le cas de l'Arabie Saoudite, qui s'ouvre à la philosophie. Dans les deux autres chapitres, les derniers chapitres, j'ai parlé des contraintes et des obstacles à l'évolution de la philosophie dans ces pays. Et puis, à la fin, j'ai donné ma conception pour résoudre ces problèmes que j'ai appelé philosophie à venir, avec la conclusion. Voilà, je vous remercie beaucoup. تفضلوا إلى معناها أنتم الضيوف كان عندكم أي سؤال أو أي استفسار حول ما قاله الأستاذ فتحي التريكي فتفضلوا. دكتور بشير العواني مختص في فلسفة التربية. أنا سي فتحي التريكي أستاذي وسي محمد بن ساسي، وسعيد جدا أن سي فتحي التريكي يعني منذ 20 سنة تقريبا، منذ 2004 انقطعت عنه، لكن في السنوات الأخيرة عدت إلى كتابات فتحي التريكي بعد أن زرت الكثير من البلدان. يعني ما يؤسسه سي فتحي التريكي هو يؤسس فلسفة عربية إسلامية يعني كونية لها كل مقومات يعني التفلسف، بيقول اللي الذات الفلسفية يعني العربية أو الإفريقية أو الآسيوية أو العالم الثالث، هي فلسفة يعني يمكن أن نتكلمها أو نتحدثها بكل اللهجات، ولكنها فلسفة يعني تلامس الإنسانية في كل مكان. وحتى العنوان عجبتني، حتى الملاحظة بتاع سي فتحي منذ حين في التقديم، العنوان دقيق، يعني التفلسف في أرض الإسلام، وليس التفلسف الإسلامي بمعنى المذهبية، حتى يعطي يعني فرصة على أن كل المذاهب وكل تقريبا الذهنيات أو العرقيات غير يعني معنية، وإنما نحن نتحدث عن جغرافيا ذهنية بمكونات أو بما توفر لنا من إمكانات. وإن شاء الله يعني في مرحلة متقدمة عندك عندما تنضج إن شاء الله نقدموا هذا النوع من التفلسف العملي، لأنه كنت لمست تقريبا حتى المنظومات، دخلت في المنظومة التربوية والمنظومة السياسية والمنظومة حتى الاجتماعية، وربما في مراحل أخرى، وأيضا في تقاطع مع وجهة النظر مع سي محمد بن ساسي اللي أنا حبيته زاد يحسم الموقف في أنه ديكارت كان ناقلا أو مبدعا للتفلسف فقط مع خالص. شكرا. نختم
Voilà, le problème, je pense que c'est la première fois, dans le monde, dans la communauté scientifique internationale, un livre de ce genre, disons, apparaît pour localiser l'état de lieu, n'est-ce pas, de l'enseignement de la philosophie, mais aussi de la philosophie à l'intérieur de la société dans les pays islamiques. C'est pour la première fois, parce que l'UNESCO, par exemple, a travaillé, disons, dans une certaine mesure, la philosophie, l'enseignement de la philosophie dans la région arabe, dans la région européenne, dans la région asiatique et dans la région américaine. Mais il y a un problème, c'est que dans la région arabe et dans la région asiatique, il y a une spécificité qui est l'islam. On ne peut pas, si vous voulez, localiser la philosophie dans le monde asiatique géographiquement sans tenir compte de cette spécificité. Quand je dis par exemple la philosophie dans le monde arabe, il ne faut pas oublier qu'une partie du monde arabe existe en Afrique. Dans ce livre, j'ai montré qu'il y a un problème, par exemple, au niveau pour localiser la naissance de la philosophie. Plusieurs philosophes africains ont montré, non seulement du point de vue de la pensée, mais du point de vue archéologique, que la philosophie est née en Égypte, dans la partie sud de l'Égypte, la partie africaine, si vous voulez, la noire de l'Afrique, près du Soudan. Hein? Donc cela est très important. On ne peut pas diviser la région africaine en pays africains et en pays arabes. Donc c'est pourquoi j'ai pris cette initiative, disons, pour donner une forme, une nouvelle vision, n'est-ce pas, de la situation de l'Afrique, en dehors de la pensée religieuse, certes, mais dans une culture, ou dans plusieurs cultures, qui ont comme commun un référent essentiel qui est l'islam. C'est ça qui est très important. شكرا سي فتحي، شرفتنا.